quand je suis arrivé chez Nazar, c'était le 20 octobre 56. Et donc, je suis resté là. Entre-temps, enfin après, à partir de fin 57 jusqu'à 60, à la guerre d'Algérie, évidemment. Et alors, donc, en arrivant, les filles m'ont dit, vous appelez comment? Ben, Roland Clément. C'était mon prénom usuel. Et sauf que quand je me suis fait opérer, dont on parlait tout à l'heure en bas, là, eh ben, je présente ma carte vitale, c'était Roland Clément. À l'hôpital, ils m'ont dit, votre carte d'identité, c'était Pierre. Alors, on parlait d'une histoire. Et mon prénom usuel étant le second prénom. J'ai eu plein d'histoires avec ça, ne serait-ce que pour les colis que mon épouse commande quelquefois, hein. Et puis je me suis aperçu que ici, ça, pas comme ça, mais au sud de la Loire, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Le prénom usuel, souvent, c'est le deuxième. Alors ça pose des histoires, là. Alors maintenant, j'ai une carte vitale qui dit Pierre Roland, comme ça c'est mieux, mais je m'appelais pas Pierre, hein. Je m'appelais Roland. Alors, comment vous êtes rentré dans... Eh bien, je sortais d'une école de laiterie, l'ENIL d'Aurillac, École nationale d'industrie laitière. Il y en a quatre ou cinq en France. Il y en a trois dans l'Est, hein. Et une à Surgères et une à Aurillac en Auvergne. J'avais choisi l'Auvergne parce on y faisait du fromage et qu'à Surgères, on ne faisait que du beurre. Bon. Et à l'époque, les écoles nous plaçaient. On était tous placés. On était peut-être 40 à la promotion. Tout le monde avait une place, hein, il n'y avait aucun problème, hein. Et je suis arrivé comme ça chez Nazar, je vous dis, le 20 octobre 56. Et je suis sorti en février 97. Vous étiez originaire de Fougères? Non, j'étais originaire de Angoulême, en Charente. Et pas très loin de Surgères, mais je vous dis, j'avais choisi. À l'époque, il y avait beaucoup de demandes pour la Normandie. Pour moi, Fougères, c'était la Normandie. Et il y avait beaucoup de copains qui sont allés en Normandie, à Lévire et tous ces trucs-là, hein. À l'époque, il n'y avait pas baigné comme maintenant, hein. Mais on allait comme ça. Donc du coup, vous êtes en quelque sorte placé à la laiterie Nazar à la sortie de votre À école. la sortie de l'école, j'y suis resté. Et Puis, alors, je voudrais que vous m'expliquiez le premier contact que vous avez eu avec la laiterie. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce ah ben, jour-là? la première journée, j'ai été reçu par le patron qui était dans son bureau. Alors, il était impressionnant un peu, monsieur Nazar. Et il fumait le cigarillos. Alors, pas de problème, ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai couché à la maison Nazar, dans la petite chambre en haut, pendant une quinzaine de jours. Et après, ils m'ont trouvé une chambre dans les jardins, les bas jardins, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la maison a été détruite depuis, près de la cascade, là où il y a des vannes. Il y avait les maisons du jardinier, là. J'avais une maison, là. Mais je mangeais toujours à la cantine de la laiterie Nazar. Et ça pendant, jusqu'à temps que je parte en Algérie. Alors donc là, vous aviez quel âge? Eh ben, quand je suis rentré chez Nazar, en 56, eh ben, j'avais 20 ans, passé. Alors en 56, cette entreprise, elle ressemblait à quoi? Il y avait combien de Oh ben, personnes? à l'époque, je crois on faisait dans les 5 000 litres de lait par jour, hein, à tout casser. Alors mon premier boulot dans la laiterie, ça a été de faire l'inventaire des bidons, parce qu'on ramassait tout le lait, évidemment, à l'époque en bidons de 20 litres, et qui coûtaient relativement cher. On avait encore quelques bidons en ferraille, vous voyez, c'est vieux. On les achetait depuis, évidemment. Et le patron m'avait demandé de faire l'inventaire des bidons, ils étaient tous numérotés. Alors il fallait avec les tournées, j'allais avec les chauffeurs, on essayait de récupérer les bidons parce que on a perdu les bidons. On devait avoir 17 000 bidons en tout. Et on n'en a pas récupéré ou pratiquement pas. Les producteurs les gardaient beaucoup parce que c'était pratique pour aller porter de l'eau dans le champ aux vaches ou à autre chose, hein. J'ai fait ça. Et après, j'ai fait aussi de la prospection. Alors, la prospection, c'était à l'époque, les gens mettaient du lait et de la crème et du beurre. Alors, on avait un véhicule qui ramassait du beurre chez des épiciers qui, eux, avaient préalablement ramassé le beurre.
Et puis la crème, c'est nous qui la ramassions. Alors j'allais faire de la prospection chez des producteurs ou même d'autres producteurs. On avait un vieux camion, un Peugeot, et puis on avait aussi une vieille 2 chevaux, la 2 chevaux du grand-père Nazar, qui était verte, elle était immatriculée en 80. Alors j'avais cette bagnole-là, et je faisais les analyses sur place. Je crois même qu'il y a encore la caisse qui est dans les greniers de l'usine, là. On avait centrifugé sur place et tout pour faire l'analyse de la matière grasse, du lait ou de la crème. Oh, Alors là, à cette époque-là, vous aviez un titre, votre fonction, c'était quoi en fait? je ne sais pas si j'avais un titre à l'époque. Je travaillais plutôt au laboratoire. Si vous voyez, à l'époque, il n'y avait même pas de laboratoire. Il y avait 2 personnes qui faisaient des analyses de crème. Et on ne faisait pas trop d'analyses. C'était considéré comme étant le laboratoire, hein. Quelle était l'ambiance en fait de cette entreprise? Ah ben c'était sympa. Il y avait beaucoup de monde, hein. On était, soi-disant qu'on était jusqu'à 180. Mais bon, tout était manuel. Il n'y avait pas beaucoup de machines, hein. J'ai plein de souvenirs au niveau des barattes. On avait des barattes en bois. On traitait beaucoup de beurre qu'on retransformait en beurre après avoir pasteurisé le beurre fondu. Ça prenait beaucoup de main-d'œuvre, hein. Et puis le ramassage se faisait par des petits véhicules. On avait des petits véhicules, il y avait très peu de lait dedans. C'était en bidon, évidemment. Donc votre première période, c'est 1956 jusqu'à... Jusqu'à novembre 57. Je suis parti en novembre 57 à l'armée. Et je suis resté 4 calendriers, si vous voulez aller par là, jusqu'en 60, hein. J'ai fait 28 mois, hein. J'étais en Algérie dans l'intendance, alors ça correspondait un peu à... Et je m'occupais du froid en Algérie, du froid et des foyers US pour le chauffage des cuisines roulantes, là. Et je suis revenu en, euh, en, non, en mars 57, mars 60. Mars 60, oui. Là, vous avez trouvé du changement. Pas tellement, pas tellement. Là, dans les 4 ans, ça n'avait pas tellement. J'ai retrouvé tous les gens, à part quelques-uns malheureusement qui étaient partis, mais le porcher, il y avait encore une porcherie. Euh, je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé un tas de choses. En parlant du porcher, quand je suis parti, il avait commandé une 2 chevaux. Et quand je suis revenu, il venait de la recevoir. La 2 chevaux, vous voyez, il y avait du délai à l'époque, hein. C'était rigolo. Alors, bon, après, vous revenez dans cette entreprise, j'allais dire de manière définitive. Oui. Euh, quels étaient les enjeux, en fait, pour l'entreprise à l'époque, donc en 1960? Eh bien, en 60, on avait, on faisait plus de beurre, Alors, attendez, de, qu'est-ce que de c'est que beurre fondu. Non, non, c'est mon téléphone qui. D'accord. Alors, on reprend, excusez-moi. Oui, c'est fini. On faisait plus le beurre fondu à l'époque, là. Alors, on faisait beaucoup plus de lait, ça avait déjà augmenté, hein. Il y a eu des quantités de. À partir de 60, les quantités de lait ont augmenté très formidablement, hein. Et je me souviens, dans les années 70, il a fallu. Le quai était sous la cuisine actuelle que vous connaissez, là. Et il a fallu changer le quai de place, hein, et installer des tanks et tout pour réceptionner, changer les écrémeuses et tout ça. Il y a eu des travaux considérables depuis, en gros, les 68 par là, 68 et après, on n'arrêtait pas d'être en travaux tellement bien. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait un maçon, hein, en permanence. Alors, vous étiez dans un site, enfin la laiterie se trouvait dans un site très particulier Hmm. qui n'autorisait pas des extensions considérables, quoi. Alors à ce sujet-là, oui, à l'époque, je vous dis au début 5000 litres de lait, là, quand on était
dans les années 60 et quelques, on avait sûrement augmenté. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on pourrait les retrouver facilement. Et là, il a fallu installer plein de matériel sans arrêt. On n'arrêtait pas, hein. On avait du mal, tellement bien qu'à un moment, on manquait de bidons, malgré qu'il y avait eu des inventaires de fait, et les chauffeurs se volaient les bidons. Au départ du matin, il y en a qui partaient, ils n'avaient pas assez de bidons. C'était toute une histoire. Ça a duré quelques années, hein. Et l'évolution était pour tout le monde, hein. Et tellement bien qu'à un moment, on a été obligé d'abandonner les bidons et on est passé au ramassage avec des tanks à lait. Et là, à ce moment-là, M. Nazar a fait partie d'un GIE dont je ne me souviens plus le nom. Je ne me souviens plus comment il s'appelait ce GIE, peu importe. Et qui nous a permis d'acheter des tanks, parce que c'était cher, et d'acheter aussi des camions. Alors on a commencé à acheter des petits camions d'occasion. J'ai en acheté plusieurs à la laiterie d'Ancenis, des petits camions en citerne. Puis après, on a fait construire les nôtres et on a démarré comme ça. Alors déjà, avec les tanks à lait, Robert a dû vous parler de ça, on faisait les 2-8 avec les camions. Et donc on a eu des gros camions et on a été les premiers aussi à avoir des camions à 6 roues, mais pas des 6-4, des 6-1. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les roues motrices à l'arrière, les autres étaient directrices, et ça permettrait de ne pas esquinter les fermes. Alors, parce que dans les fermes, les camions, ils esquintaient les fermes. Les fermes, à l'époque, étaient toutes petites. Maintenant, ils ont augmenté, ils ont changé les étables. C'était comme nous, on augmentait. Et avec ces camions-là, après, on a eu d'autres camions, on a eu plusieurs, tellement bien que sur la fin, on ramassait du lait avec une semi-remorque, hein. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette croissance un peu presque exponentielle de la production laitière dans les années 60-70? Ça a été général dans la France et en Europe, hein, suite à la PAC. À l'époque, je ne sais pas si la PAC existait, mais il y a eu des aides de l'État aussi concernant les produits laitiers, la poudre de lait, qui n'existait pas beaucoup, hein, parce que au début, il n'y avait pas de tours par là. Tout le monde construisait des tours, hein, les Bridel et autres. Marcy, Raoult et tout, ils ont installé des tours parce qu'on avait des excédents de lait, évidemment, on ne savait pas qu'en faire. Et la Bretagne ne faisait pas de fromage. Ah oui, ça a été général, hein. C'est suite au progrès, je suppose, et puis je vous dis, les politiques de la PAC qui ont fait que la Bretagne étant une région très laitière, ça a été beaucoup plus vite que dans d'autres régions, les régions de montagne et tout ça. Ils ont regardé maintenant, toutes les grosses laiteries sont en Bretagne, hein. Mais quand j'ai commencé à travailler, donc en 56, on nous disait qu'il y avait 3500 laiteries en France. C'était des petites laiteries, hein. Et maintenant, il y en a peut-être moins de 300. Alors vous voyez qu'on en a supprimé, hein. Donc vous qui étiez, on va dire, en bout de chaîne de production, vous vous êtes retrouvé avec des volumes de lait qui ne cessaient d'augmenter? Épouvantable. Tellement bien que les autres n'étaient pas mieux que nous, je suppose. Mais on avait des difficultés. À l'époque, on ne ramassait pas le lait le dimanche. Mais le lundi, on était débordés. Il fallait trouver des tuyaux et des emmanchements et tout ça, de tuyaux avec n'importe quoi. Et des récipients. Alors on trouvait des récipients partout. On en avait installé pour récupérer. On s'est mis à faire de la casine aussi, à cause de ces excédents-là. On avait fabriqué les cuves nous-mêmes. C'est vieux, ça. Ça devait être dans les débuts 60, avec un petit séchoir. Et le sérum, on avait des porcs encore. Là, on avait installé une grande citerne sur la porcherie pour stocker tout ça. On avait beaucoup de difficultés, hein. D'ailleurs, je dois en parler sur le truc dont vous avez lu tout à l'heure. Et après, au fur et à mesure, on avait dû gagner un peu d'argent et on investissait, on a commencé à investir dans des tanks. Alors, on avait des tanks, je ne sais pas, au niveau de la vente, on en avait
En tout, un tank, pour nous, c'était un grand réservoir. On avait même des tanks de 80 000 à la fin, que j'avais fait construire à la dimension du portail pour rentrer, le portail actuel. On pouvait pas, les tanks de série, ils n'y rentraient pas. Alors on les avait fait un peu plus petits, un peu plus haut, spécialement à l'entreprise où nous les fabriquait. Et d'ailleurs, il y a des photos des tanks qui sortaient de l'usine en 2005 ou 2006. Là. Alors après, on s'est équipé beaucoup. Alors Monsieur Nazar avait acheté un vieil évaporateur d'occasion chez Bell. On avait bien du mal à le monter et il marchait très mal. C'était un appareil à grimpage qui était un peu dépassé. Mais enfin, on l'avait monté quand même et il a fonctionné. On faisait du sérum concentré qu'on donnait aux porcs, dans les porcheries aux alentours. Puis après, on a acheté quand même un évaporateur à flot tombant. Déjà, c'était un 15 000 litres heure. Hein. Et ensuite, en 83, il était trop petit, on en a acheté un autre, à recompression mécanique. C'est celui que vous voyez sur les photos qu'on rentrait, les mêmes photos. En 83, on le descendait par le trou du toit, et en 2006, on le sortait par le trou du toit, le même. Après, ça a été, là. Hein. Mais à l'époque où j'ai quitté, moi, on travaillait au moins 300 000 litres par jour. Hein. Alors on s'était équipé en matériel de casine, on s'était équipé en séchoir de casine. Alors, je vous parlais du premier séchoir, un tout petit machin de rien du tout. Après, on a eu deux séchoirs à lit fluidisé. Là, ça dépotait dur. Hein. Au beurre, c'était la même chose. À l'origine, on avait des barattes en bois. Je dois avoir quelques photos à la maison, mais bon, de barattes en bois. Et après, on a eu des grosses barattes en inox. La première, elle faisait 5 000. Après, j'en avais acheté une autre de 3 000. Et puis après, on est passé à des barattes de 10 000. On fait 2 tonnes de beurre facile à chaque coup. Hein. Et on les avait même mécanisées. Le beurre était transporté par des pompes sur la fin, là. Et ça marchait très bien, là. Cette usine, c'était une forêt de tuyaux. Ah, alors, elle a tellement bien que il y a des photos. Je dois en voir sur mon téléphone. Je vous la montrerai. C'est comment il s'appelle, Gilbert, notre photographe en bas. Gérard Fourel, qui avait fait les photos qui ont été exposées en ville. À un moment, il y a Jules Beauce qui est au milieu des tuyaux. On le voyait plus. Hein. Je vous la montrerai la photo tout à l'heure. Et le tout dans un ensemble de bâtiments dont on ne pouvait pas pousser les murs. Ah, tout à fait. Mais on les poussait quand même. Parce que M. Nazar, pour ça, je me suis beaucoup occupé à partir de mon retour en Algérie quelques années après, beaucoup des travaux et de la maintenance dans l'usine avec lui. Évidemment, c'est lui qui commandait, mais on a fait plein de travaux. On a fait tous sans permis de construire, entre parenthèses. Alors, il y a eu plein de travaux, sauf, ben ça, on a eu un incendie en 79. Mais avant 79, on avait déjà demandé au bâtiment de France des modifications pour mettre 2 barattes. Et surtout pour mettre la deuxième grosse baratte. C'est un bâtiment qui fait un petit peu verru côté les remparts. Et je me souviens, j'étais avec le patron. On était dans son bureau. Alors à l'époque, il y avait quand même des tanks qui étaient dehors. Il y avait les citernes à fioul qui étaient dehors. Et l'architecte, il dit, ça me gêne pas tout ça. Il y avait les yaourts, pas les yaourts, les camemberts qui étaient sous un truc en tôle derrière. Ça me gêne pas du tout. Il prend son crayon, il nous fait un dessin comme ça. Et le dessin, je l'ai vu, j'en avais fait une photocopie et je l'ai perdu. Mais je ne sais pas si dans les bureaux de M. Nazar, on ne le retrouverait pas maintenant. Il nous a accordé le permis de construire pour faire ce truc-là. Et puis il se trouve que ça a été arrêté un peu à cause de l'incendie, et on est reparti, on a agrandi comme ça. Mais on a fait un tas de choses sans permis de construire. Le local qu'on appelle local du Cheddar, qui est sur la rivière, on l'a fait nous-mêmes, sans permis de construire. Alors on avait, Monsieur Nazar et Madame Nazar, ils avaient un ami qui était ingénieur béton, qui travaillait chez Pinto.
Alors j'étais allé le voir, j'ai dit non, j'ai besoin de faire une poutre, telle portée, telle longueur, faites-moi le crowbar du ferraillage. Il m'a fait ça, on a fait le ferraillage, la poutre elle est toujours là, hein. Mais il y a plein de bâtiments, tous les hangars qui sont à partir de la droite, quand vous rentrez dans la laiterie, tous étaient faits sans permis de construire. Les grands hangars en tôle où il y a eu les évaporateurs, la caséine, y compris la porcherie, que vous connaissez peut-être pas, mais si, qui était le bâtiment plat où il y avait les porcs, on l'a surélevé nous-mêmes et on a fait la caséinerie là-dedans. Et tous les bâtiments plus loin, c'est pareil, on n'avait pas de permis. Je crois même que Jean a dû avoir des problèmes à cause de ça, c'est lui, quand j'étais déjà en retraite, quand il a fait construire le petit bâtiment où il y a une benne pour mettre les ordures là, dans le jardin. Et là, il avait eu des ennuis. Je crois qu'on m'a dit. Hein. Il y avait un esprit qui était impulsé certainement par Monsieur Nazar. Ah oui, oui, de ce côté-là, oui, oui. Comment vous pourriez décrire le personnage et un peu sa façon de penser l'entreprise en fait Ah ben, il se rendait bien compte qu'on manquait de place, mais qu'il nous en fallait. Et donc, il prenait les risques. Hein. La preuve, c'est que au début, j'étais revenu de l'armée, c'était dans les années 60, on faisait du camembert, on vendait du camembert aux Halles. Alors, tout d'un coup, il y a un transporteur qui est venu avec un 19 tonnes. Il ne pouvait pas rentrer. Il fallait qu'on charge les camemberts d'un petit camion, 2 tonnes 5 de laitier, et emmener rue Le Bouteiller pour transvaser dans son camion. Alors, il y a des photos, mais moi je ne les ai pas. Il y en a une là-dessus sur le document que je vous ai donné. La photo du porche de l'entrée. Le patron prend une photo et il dit on va le démonter, on va numéroter les pierres, on les a numérotées, on les a emmenées à Gibari, dans l'esprit de le remonter. Il n'a jamais été... Gibari, c'est un local, un terrain qu'on avait plus loin. Il n'a jamais été remonté, le truc, là. C'est rigolo parce que sur la photo, on voit bien, il était beau comme tout, mais après, on a pu rentrer des 19 tonnes. Mais après, on a eu des semi-remorques, on en a eu une première. Et après, on avait des transporteurs. On a acheté 2 fois du terrain aux Bonnes Sœurs, là, et au Abécassi, là, pour rentrer. Vous avez marqué les murs arrondis, c'est nous qui les avons faits. Et là, c'est une entreprise. Il y a un type qui est en train de faire un raccordement de son terrain. Avant, on ne rentrait pas avec une semi. Alors, il se rendait bien compte de tout ça, mais ça fait rien, il faut qu'on allonge. On est arrivé, la preuve. Alors, il y a certaines personnes qui disent, mais en fait, la seule solution pour Nazar, c'était de déménager. Oui, tout le monde disait ça, mais tout le monde... Quand Nazar, au début, il n'avait pas assez d'argent pour déménager. Et quand je le dis toujours ça, et quand il en a eu, c'était trop gros. Et il manquait encore des sous. Et c'est pourquoi on est allé... il y a eu des problèmes sur Gibari, on avait un projet de faire un bâtiment qu'a commencé d'ailleurs. Il avait acheté le terrain avant... quand le vendeur était venu, je dis, faut qu'on demande un permis de construire. Il me dit, bon, allez-y, alors on demande un permis de construire. Et puis le gars, il dit, alors le terrain. Alors le patron dit, oh, je vous l'achète. Manque de peau, le permis de construire, il a été refusé. Ce qui fait que on était dans le périmètre des 500 mètres du château, il a pas été accordé. Hein. Et donc le terrain, il existe toujours. Là, ils en ont préparé un lotissement pour faire des maisons. Alors du coup, on a acheté des terrains rue Colbert, enfin pas des terrains, un bâtiment tout fait, pour lequel on a agrandi avec des permis de construire. Là. Parallèlement à ces difficultés liées à l'espace, à la propriété en fait, est-ce que vous sentiez d'autres difficultés qui apparaissaient liées à la production, au débouché commercial? Il y avait un tas de difficultés. Le serait-ce que plus on augmentait, plus on avait de fabrication, plus on avait d'emballage. Quand on achetait les emballages, ça arrivait par semi-remorque. On n'avait pas où les stocker ici. C'est pour ça qu'on a
là-bas. Mais après, fallait en chercher pour réapprovisionner l'usine. Ça faisait que des va-et-vient. Il y a un camion qui faisait que ça. Quand on faisait le casinat, c'est pareil. Quand ils avaient fait quelques big bags de casinat, fallait les emmener là-bas. Ça n'allait pas, ça. Mais bon, on le savait. On ne pouvait pas faire autrement. Ça a été des difficultés, ça, c'est sûr. Il y avait une particularité à la laiterie Nazar, c'est que la famille des dirigeants vivait au cœur même de l'usine. Ah ben oui. C'était rigolo, ça aussi. Le patron, il habitait en haut. Alors, il aimait pas qu'on le dérange. Alors, tellement bien que le matin, si les camions démarrent pas, euh, les chauffeurs, ils téléphonaient directement. Il y avait un mécanicien, mais à l'époque, on n'avait pas un tour de garde, on n'avait rien du tout. Au début, il y avait même, les gens n'avaient pas de téléphone. Mais après, alors il téléphonait à Auguste, et puis Auguste venait démarrer le camion. Mais ils n'allaient pas réveiller le patron pour ça, parce qu'ils les auraient envoyés sur les roses. Ils l'auraient bien fait d'ailleurs. Mais bon, les camions, ils se préparaient le matin, ils laissaient chauffer les moteurs, et eux, ils dormaient en haut. C'était pas compatible non plus, mais enfin bon, il était là comme ça. Vous aviez, en tant que cadre de l'entreprise, vous aviez quelle relation avec Madame Nazar, avec les enfants Nazar? Il y avait une certaine distance ou c'était tout Non, ça, non, c'était non, non, c'était très familial. Moi, le patron, je le voyais souvent, c'est lui qui me commandait pour beaucoup de travaux et tout ça. Quand on discutait avec les voyageurs, je me souviens, on avait acheté on était les premiers à avoir un CIP, un système de nettoyage en place. Et un jour, on achète ça chez Alpha Laval. Alors, c'est un chantier qui a duré 1 an et demi. Alors, vous voyez, il y en avait des tuyaux à l'époque. Et alors, le gars, il prépare le bon de commande. Et puis, il dit au patron, vous voulez signer? Mais je n'ai pas besoin de signer. Ma parole, ça suffit. Ah, dis non, pensez-vous, Alpha Laval à Paris, ils vont pas être d'accord, hein. Eh ben, lui, c'était sa parole. Il n'y avait pas 36 paroles pour ça. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, il faut des papiers et des papiers, hein. Mais ça a été comme ça pour beaucoup de trucs, hein. Euh, Quand est-ce que vous avez senti que l'entreprise était en difficulté et comment vous l'avez compris? Moi, je l'ai senti, j'étais pas en retraite, mais je me disais à cette allure-là, ça va pas faire, quoi, c'est tout, hein. Mais c'était en 95 ou 16, quoi. Et je suis parti, moi, en 80, je vous ai dit, en 97. Mais monsieur Nazar est décédé plus tard, en 99, hein. Et après, ça a été les enfants. Mais bon, les pauvres enfants, c'est sûr que c'était pas clair. Le site ne convenait pas, c'était trop gros, on n'en avait pas tout ce qu'il faut. Ils ont arrêté un tas de choses, mais c'était pas suffisant, quoi. Il y avait beaucoup de frais, ne serait-ce que ces déplacements et tout ça qui étaient. J'avais beaucoup de manutention, ça collait pas, ça. Mais bon, je me souviens aussi, l'administration, la ville n'a pas fait. Quand Nazar a fermé, euh, alors j'ai participé à la vente, si vous voulez, à la préparation de la vente. Ça a été long, ça a demandé des mois. Et puis quand ça a été pratiquement vendu, je dis à Hélène, est-ce qu'on peut enlever la pancarte, les Trinazar, là, à l'entrée de l'usine? Ah ben, vous pouvez l'enlever, oui, maintenant, Eh bien, dès que je l'ai eu enlevé, la ville, tout de suite, hop, elle a changé les sens de circulation, ce qui fait qu'on ne peut plus venir avec un camion ici. À l'époque, c'était la DRIR qui avait dit, il ne faudra pas que ce site-là soit industrialisé. Et vous voyez, ils l'avaient laissé jusqu'à la fin, quoi. Mais autrement, ils étaient sûrement que l'administration était très contente que ça ferme. Surtout à cause de l'histoire du château, quoi.
Vous, comment vous avez vécu cette période de la fermeture? Vous étiez déjà hors de l'entreprise? J'étais hors de l'entreprise, mais j'y venais quand même assez souvent. Au début de ma retraite, non, parce que ça me pesait beaucoup. J'allais pas voir les gens de l'entretien et tout ça. Et puis après, je venais de temps en temps à voir les gens du bureau et monsieur et madame Nazar. Ça, je les voyais. Et puis bon, bah, après, plus tard, madame Nazar, je venais souvent, elle me donnait toujours des bricoles à faire. Après, pour sa cuisine et tout ça. Et ouais, autrement, il n'y avait pas de problème. Non, non, pas du tout. Mais je voyais bien que c'était pas. C'est dommage, mais tout le monde vous dira la même chose, hein. Le site ne convenait pas, sûrement. Vous, en fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir tout le matériel que vous étiez échiné à faire rentrer dans des murs un peu étroits? Enfin, le fait de voir tout ça parti. Ouais, c'était triste, très triste. Je me souviens, il y a une photo, mais je ne sais pas si Hélène l'a pas, cette photo-là. Un des derniers tanks qui sortait, à peu près, vous voyez où habite Olivier, là, qui avait du mal à sortir dans ce Porsche-là, et à un moment, on voit le tank qui sort, qui était énorme, c'était des 80 000 litres, alors c'était 3 mètres 40 de diamètre, je crois, et à l'horizon, on voit deux tours du château, et le tank qui sort. Elle existe, cette photo, quelque part, là. Ça fait tout drôle, quand même, hein. Parce que le démantèlement, c'est pour ça qu'il a écrit un truc là sur le journal. Là. Ça a duré presque 6 mois quand même. C'est du boulot de démonter tout ça. Ben, c'était très triste, hein. Le jour de la vente, ça s'est fait entre... Ça a dû commencer à 11 heures et 18 heures, tout était bâclé, hein. Tellement bien que les gens de la vente, ils m'avaient donné 2 bouquins épais comme ça, c'est-à-dire comme ça, où il y avait toutes les photos du matériel, que je connaissais par cœur. Et le matériel, tout ça s'est vendu, hein. Vous parlez des tuyaux, on avait mis les tuyaux en inox de côté, et il y en avait plus d'une semi qui est partie comme ça. Mais ça valait rien, l'inox ça vaut rien à la ferraille. Ah oui. Vous êtes retourné dans les bâtiments là Ah oui, récemment? oui, j'y vais encore souvent. Enfin, quand il y a des problèmes de... Hélène a des fois des problèmes de fuite et tout ça, d'électricité. Ah oui, ça a été des problèmes. Il a fallu supprimer un peu l'électricité partout à cause des fuites et ça faisait sauter le disjoncteur et tout ça. Ben, il y a eu plein de... Pendant les travaux, là, on en a... Mais ça serait très long, hein. Quand on a installé tous ces gros matériels, là, comme les évaporateurs à recompression mécanique, il y avait quand même un moteur de 500 chevaux, hein. Et puis, moi, quand je suis arrivé, il y avait un transfo de 63 kVA. Mais après, on est passé à 100, après à 100, à 160, après à 240, après à 630, et après d'autres, 630, il y en a eu plusieurs, et même à 6300. À une époque, on a eu une chaudière électrique. Et à ce moment-là, avec EDF, il a fallu avoir un, un poste de livraison en 20 000 volts. Et ça a été une histoire. Avec EDF, ils voulaient nous... Alors, M. Nazar, il faisait attention aux arbres, aux bâtiments et tout ça, quand même. Il voulait le mettre dans le milieu de la cour, là où vous avez des voitures de garées, là. Eh ben non, on l'a mis dans un petit garage dont ils étaient propriétaires. Et ça a fonctionné. On a pu l'avoir avec EDF, hein. Et là, on avait 8600 kilowatts installés, quand même, hein. Et ça, c'est parce que il a bien voulu, mais il n'aurait pas voulu qu'on le mette dans le jardin, là. Parce que pour lui, c'était Ah cette ben, propriété. ah oui, il fallait pas qu'on démolisse les arbres, par exemple. Au porche, là, avant, il y avait un arbre, qui y est toujours d'ailleurs, et un jour, il y a une semi pas une semi, un fourgon qui rentre pour charger, puis il avait heurté une branche du machin, et j'avais fait couper la branche de l'arbre, une branche grosse comme ça, hein. Ben, il n'était pas content, hein. Il se pétait. Ah oui, il aimait beaucoup les arbres, hein.
et la nature. Euh, il y avait un esprit peut-être particulier dans les relations entre la direction et le personnel qui régnait chez Nazar. Ah oui, 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 mais le patron, c'était lui le patron. Et bon, moi, il me faisait confiance et ça marchait très bien. En ce qui concerne le petit matériel, je pouvais acheter ce que je voulais, pas pour moi, pour l'usine évidemment, hein, mais il n'y avait pas besoin que j'aille le voir, de faire des devis et tout ça, hein. Sauf quand on achetait du gros matériel, c'est lui quand même qui décidait, hein. Parce que je me souviens pas le prix du gros évaporateur, mais à l'époque c'était en nouveaux francs, hein. Oui, en nouveaux francs, en francs et pas en euros. Je sais pas si c'était pas loin du milliard, que il coûtait une fortune ce machin-là. Alors c'est lui qui décidait pour ça, là, évidemment, c'est pas moi. Et Monsieur Nazar était quelqu'un qui avait plutôt tendance à chercher à protéger à la fois les producteurs, ses employés. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si on en est là, c'est ça. Parce qu'il aurait pu vendre son usine, et il savait très bien que s'il vendait à quelqu'un, les autres auraient fermé et les gens seraient tombés sur la paille. Il voulait surtout pas de ça. C'est un peu ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais bon, apparemment tout le monde s'en est tiré. Mais non, non, de ce côté-là, il faisait très attention. Les producteurs, il y avait eu, Robert pourrait vous parler de ça, lui, mieux que moi, les producteurs, il y avait eu une grève, il y a eu beaucoup de grèves du lait, hein, je ne sais pas combien de fois. Et à un moment, alors les laitiers, ils ne payaient pas tous le même prix, hein. Ben, à un moment, ça a duré plusieurs années. Nazar, il publiait son prix de lait sur Ouest France. Pendant, ça a duré des années. C'était tous les mois, le tel prix, Nazar a payé. Et je suppose que les autres industriels disaient, t'es fou, tu ne devais pas faire ça. Mais il faisait ça, lui. Comme ça, c'était pas le type à voler les gens. C'était pas son genre du tout. C'était pas non plus quelqu'un qui œuvrait pour son propre enrichissement. Non, 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 pas du tout. D'ailleurs, ne serait-ce que dans son habillement, lui ou Madame Nazar, ils étaient très simples. De vie, ils étaient très simples chez eux. C'était pas. Les voitures, ils avaient des voitures ordinaires. Il a eu des tractions. Et après des, 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 des BX. Mais quand même, il a eu je l'ai conduit souvent, une GS birotor. Ça vous dit rien? Un moteur rotatif, ça porte un nom, ce truc-là qui m'échappe, parce que. Et elle avait deux rotors. Et elle marchait très très bien. Et c'était dans les années 70. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois, pour aller très loin d'ailleurs. Et elle buvait beaucoup. Tellement bien qu'un jour, je m'arrête un soir, et c'était même la nuit, je rentrais tard. Je m'arrête sur le bord de la route pour faire un petit besoin. Qu'est-ce que je vois? Des flammes qui sortaient du pot d'échappement. J'avais laissé tourner le moteur. Je me mets à quatre pattes dessous pour voir. Ah ben non, tout le tuyau d'échappement, il était rouge. Évidemment, hein, elle bouffait 17 ou 18 litres au 100. Mais elle marchait du tonnerre, hein. Et est venue la première guerre du Golfe avec les crises pétrolières. Ça a été terminé, ils ont pu vendre de ces voitures-là. Elles sont recherchées en ce moment, il paraît, pour les collectionneurs. Il y en a eu très peu de faits. Non, autrement, il y avait des voitures ordinaires, hein. Et c'était aussi quelqu'un qui avait un comportement plutôt de réserve et de. Ah oui, oui, c'était familial. Bon, il était assez. Tout le monde parce qu'il était impressionnant. Et puis, rien que par sa voix, beaucoup de gens n'allaient pas le voir, hein, quand il voulait pas aller passer par lui. Alors, des fois, il rouspétait, mais il avait raison, ça fait partie de son boulot, hein. Il était impressionnant. Mais autrement, c'était très familial, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui procédait à des licenciements un peu. Non, 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 non.
Il licenciait pas les gens comme ça, ou alors fallait que les gens ils aient fait du. D'ailleurs, quand on avait quelques ouvriers qui n'étaient pas toujours au top, et quand je lui disais, moi, ça m'est arrivé, lui dire, un tel, c'est un bon à rien, alors il n'aimait pas qu'on dise ça, hein, parce que c'était à nous de lui donner le boulot qui convenait. Et dans le fond, il n'avait pas tort. Non, de ce côté-là, il était très sociable. Hein. Il n'aimait pas qu'on dise ça. Hein. Madame Nazar, elle, sa fonction au sein de l'entreprise? Ah ben, Madame Bazar, j'ai toujours connu au bureau. Elle faisait de la compta en bas. Hein. Et je me souviens, elle a eu beaucoup d'enfants, dont les petits que j'ai connus à naître ici. Hein, et après la naissance, qui se passait ici, Madame Nazar, le lendemain, elle était à son bureau. Hein. Et quand le bébé était tout petit, je me souviens, je crois que c'est Odile, elle le mettait dans un panier, et à l'époque, il y avait justement la vieille de chevaux dont je vous parlais, et bah, je le raconte souvent, ça. Et il fallait que je la monte à la nourrice rue Chateaubriand. La petite, elle était dans un panier en osier, toc, comme ça. Et Pierre, ça a été pareil. Je me souviens aussi, à l'époque, ils avaient une traction. Là. Je ne sais pas la naissance de qui, peut-être Odile, peut-être... je ne me situe pas ça trop. Euh, J'allais chercher la sœur, une sœur qui restait 8 jours ici pour s'occuper, dont Hélène connaît le nom évidemment, s'occuper du bébé. J'allais la chercher à la Guerche. Et je la ramenais là. Et 8 jours après, je la ramenais là-bas. Elle était dans une communauté à la Guerche. C'était très familial. Hein. C'était vous qui faisiez ce genre de Ouais, course, on va dire? on me disait, va aller chercher la sœur, le patron. C'est comme les enfants quand ils étaient petits, aussi bien Pierre que Jérôme, que Jean, pas les filles. Mais ils étaient au lycée un lycée à Saint-Malo. J'allais les chercher, les emmener à Saint-Malo souvent. Ça m'arrivait souvent d'y aller avec une voiture de la maison. Là. Oui, c'était. Après, ils allaient tout seuls en voiture, mais je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, Jean et Jérôme avaient dû avoir un accident sur la route, là, à Saint-Brelane. Euh, Comment est-ce que vous expliquez que maintenant la fermeture Nazar, ça date d'il y a quand même 15 ans. voilà. Comment vous expliquez qu'il y ait des membres du personnel qui continuent comme ça à se revoir, à revenir régulièrement ici? Ben, je pense que c'est cet esprit familial qui fait qu'a été, qui perdure par Hélène et Jean. Par exemple, tous les début janvier, elle réunit les filles du bureau pour un petit apéritif. Et puis tous les cadres, elle les réunit tous les ans aussi pour la galette des rois. Ici, où chacun son tour. Je ne sais pas où on en est, on a peut-être loupé un tour là. Mais c'est Robert Vaxeler qui gère ça. Et quelquefois, il avait organisé des repas d'anciens cadres. Et puis là, en ce moment, il a dû... même des récents cadres qui travaillent encore. Il y en a 2. Et c'est Robert qui s'occupe de ça, Robert Vaxeler, qui gère tout ça. C'est l'esprit familial. Regardez Robert qui vient souvent, Georges qui vient souvent, d'autres qui sont venus également, et moi qui venais souvent aussi. Madame Nazar me donnait un tas de bricoles à faire, et de dépannage qu'elle avait, un truc comme ça. Hein. C'est l'esprit familial. C'est sûr que ça ne doit pas exister dans une très grosse entreprise. Et il y a le besoin en fait de se retrouver. Déjà, oui, mais oui, on n'a pas coupé ça, parce que ça fait quand même 15 ans. Et moi, ça fait plus que ça fait oh, 23 ans que je suis parti, hein, en gros, hein, de l'usine. Hein. Et pourtant, nous, chaque fois qu'on vient ici, Ben, notamment les mercredis, voilà. on vous revoit. Oui, parce que c'est le mercredi, pourquoi, j'en sais rien. Je sais plus pourquoi. Ben, parce que
ça arrangeait Hélène peut-être, ou des choses comme ça. Robert vient le mercredi. Mais c'est comme ça. Bon, ben, moi, ça me dérange pas beaucoup, hein. Au contraire. Pour, enfin, on va parler d'Hélène parce que Jean, bon, mais pour Hélène, la fin de la laiterie, ça a été un moment très très Ah, difficile. c'est très, très. C'est sûrement très. Même Madame Nazar, je me souviens le jour de la vente, elle était très triste, ça s'est passé en moins de deux, mais il y avait un monde fou à la vente. Je vous dis ça, il y avait la moitié des. Il y avait des gens de l'Europe entière, il y en avait même d'Afrique qui venaient acheter du matériel. Euh, C'était bien organisé, là, sur des écrans. Il y avait un tas de monde. Alors, il y avait, bon, évidemment, les grands Lactalis qui étaient là pour acheter du matériel. Et ça s'est vite passé. C'était puis une vente aux enchères, ça va très vite, hein. J'ai mon fils qui était venu, il travaille dans une laiterie, il était venu pour acheter des barattes. Et il en a acheté deux, mais ça a été vite fait, hein. En 2 mots, c'était bâclé, hein. Alors, c'était impressionnant, hein. Mais bon, c'est sûr que c'est triste pour Hélène aussi. Et puis, euh, comme actuellement, Hélène, bon, ben, elle était toute petite quand ils sont arrivés ici. Pour elle, d'ailleurs, même, je suppose qu'actuellement, elle a du mal à digérer tout ça. Et je pense que tous les gens qui viennent la voir, ça la réconforte un peu. Sûrement. Oui, non, non, mais c'est vrai. Quelle, la laiterie Nazar au sein du quartier Saint-Sulpice, ça créait une certaine animation à l'époque. À l'époque, je suppose que ça emmerdait tout le monde, parce que les camions qui passaient dans la rue de Savigny, je me souviens, avec la ville, et justement, il y avait un, un type de la mairie qui était venu dans le bureau du patron, et j'étais avec eux, il a commencé à nous interdire de passer là avec des poids lourds, parce que aussi, les petits camions 2,5 tonnes, mais après, ils ont grossi, et ils voulaient plus qu'on passe là. Alors il fallait qu'on fasse le grand tour par la rocade après pour aller à notre fameux bâtiment. La ville était très contente. Je vous dis, quand ça a fermé, le lendemain, ils étaient à gratter les sens interdits et tout avait changé. Quand j'avais enlevé le panneau, ils étaient très contents, hein. Évidemment, au début, ils voulaient pas. Ça les gênait, cette laiterie-là. C'est vrai, le site n'était pas, convenait pas, mais la preuve, c'est qu'elle fonctionnait, quoi. Mais ça gênait les gens. Ça n'empêche que les trois quarts des gens qui travaillaient là, ils habitaient tous dans le quartier, là. Il y en avait partout, là. C'est comme autour de l'hôpital, chez moi. J'habite à côté de l'hôpital. Ben, tous les gens, ils travaillent à l'hôpital. Et ben là, il y en a plein qui travaillaient chez Nazar, hein. Mais maintenant, les gens, ils travaillent très loin, à des kilomètres de chez eux. Il y avait des bistrots, il y avait un certain nombre de commerces qui étaient quand même en Ah fait ben, il y avait deux bistrots. Il y avait le bistrot qu'on a acheté, qui était à Hâte, là, au coin, là. Et puis, place du Marché, ici, là, il y avait un café, celui qui est fermé actuellement, là. Les chauffeurs, ils s'arrêtaient souvent là, à l'entrée ou à la sortie, hein. Puis à l'époque, là, il n'y avait pas le problème d'alcool. Comme maintenant, mais ça n'empêche que les gens, de temps en temps, mais ils n'avaient pas d'accident. Moi, j'ai connu des chauffeurs que tout le monde a connus, qui buvaient pas mal, qui n'ont jamais eu d'accident. Ils allaient doucement à l'époque, il y avait moins de véhicules. Et c'était pas évident, là, avec les gros camions, de rentrer. Mais bon, ça se passait bien. Mais de toute façon, la laiterie, à mon avis, était bien vue dans le quartier, hein. Les gens, beaucoup travaillaient par là. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'histoire. Il n'y en a pas eu d'ailleurs. À mon avis, il n'y en a pas eu. je reviens juste sur cette question, ce problème d'alcool en fait, mais qui n'était pas propre à. Ce qui n'était pas Voilà. propre à Euh, Nazar. co- Monsieur Nazar, il se positionnait comment quand, par exemple, j'imagine qu'il y a eu des cas où il y avait des ouvriers qui étaient plus en mesure de travailler. Est-ce que il a... Non, 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 il a pas sévi beaucoup là-dessus. Il y en a pas. C'était plus ou moins caché. D'ailleurs, même nous, on voyait pas les types. S'il y avait un type qui avait trop bu, il y en a qui le mettaient de côté de façon qu'on le voit pas, hein.
Mais non, il n'y en a jamais eu de cas comme ça, là. Bon, c'était soi-disant interdit, mais c'était pas. C'est comme partout d'ailleurs, autrefois. Maintenant, les gens font attention à cause du permis. C'est tout, autrement, il y a encore des gens qui boivent, hein, malheureusement. Après, on va peut-être vous libérer, mais peut-être pour... Vous avez encore 20 minutes Ouais, là. d'accord, c'est bien. Pour vous, avec le recul, la disparition de Nazar, c'était inéluctable? C'était inéluctable, c'est sûr. D'ailleurs, euh, quand on a monté le fameux CIP, là, M. Nazar avait invité tous les laitiers là, des alentours pour. Alors c'était un chantier le CIP, qu'on n'avait pas la place pour le faire. Normalement, là, le cœur du CIP, ça se met au sol. Nous, on l'avait mis dans les greniers. Alors, c'était pas évident non plus. Euh, et donc, il avait invité un tas de monde. Et bon, les gens, les Clanchins et compagnie, il y avait des gens de chez Bridel et tout ça. Et de toute façon, il n'aimait pas beaucoup, nous, qu'on aille à l'extérieur. Parce qu'il se rendait bien compte qu'on était à l'étroit, qu'on avait beaucoup de misère, toujours des difficultés de place pour n'importe quoi. Pour le moindre, c'était au centimètre pour rentrer les matériels et tout ça. Et il n'aimait pas qu'on aille visiter des trucs, qu'on aille soit invité par Bridel pour monter des trucs énormes, voir des trucs énormes. Il n'aimait pas ça. Parce qu'il se disait, si je les laisse envoyer là-bas, ils vont dire, ah, c'est ton esprit, ça. Mais il avait raison, dans le fond. Vous voyez bien que on s'en est pas si mal tiré que ça, finalement. Parce que un jour, on en a fait des trucs, hein, beaucoup de trucs. Hein. Un jour, il y a des gens d'Elévire qui sont venus visiter ici. Elévire, à l'époque, c'était la coopérative la plus importante de France, à Condé-sur-Vire. Et il y avait tout un... J'ai eu des copains qui ont travaillé là-bas, moi, de promotion. Et eux, c'était grandiose. À Lévire, on entendait parler de tout ça. Et les gens, ils viennent là, et on leur dit, on traite 300 000 litres de lait par jour. Mais ils disent, nous ici, on traiterait que 50 000 litres, à tout cas, c'est même pas 3 000 litres. 30 000 litres, pardon. Parce que, bon, ils avaient la place et tout, c'est ça, c'était des... Ils n'en revenaient pas qu'on travaillait tant de lait que ça. Et c'est vrai que l'espace n'était pas grand, mais on avait beaucoup de problèmes pour tout. Les chaufferies et tout ça, moi j'ai connu le déplacement de la chaufferie, les déplacements de la production de vapeur, sans parler des transfos dont je vous parlais tout à l'heure. On en a fait des transformations. Hein. Et tout ça dans peu de place. Je crois que c'est Léon Lambert qui nous racontait qu'il y avait eu, alors je ne sais plus, une grosse pièce, je ne sais pas à vous dire, qui avait été amenée. En fait, le camion passait pas, donc on l'avait roulé sur... Oui, alors, un jour, oh, ça c'est vieux, ça. Alors, il y avait le fameux Porsche dont je vous ai parlé, que vous avez en photo, là. Et un jour, le patron achète un... Mais ça a été... Il achète un bac qui avait un diamètre assez important et qui faisait 3 mètres de hauteur, si vous voulez, le cylindre. Et on l'a déchargé devant la rue, là-bas, et on l'a fait amener ici en roulant. Et il a servi pour... on faisait de l'eau industrielle avec, le long de la chaudière, du côté des pompes à essence. Je ne sais pas si vous voyez où c'est dans le fond, là. Ça a été démoli, tout ça, là. Et on avait comme ça. Mais un jour, le patron avait acheté une chaudière dans le Finistère, une chaudière à vapeur, une Buella, qui était relativement lourde et qui ne rentrait pas non plus. Et on l'a déchargée dans la rue et on l'a ripée jusque-là avec une espèce de bulldozer toute la nuit qui nous avait été prêté par les gens de la carrière. Et à 4 heures du matin, les laitiers, alors tout le monde, tous les gens qui étaient là étaient fatigués, usés. À 4 heures du matin, c'est les laitiers qui nous ont donné le dernier coup de main
pour qu'ils puissent sortir, aller ramasser le lait. Et on a mis la chaudière dans la cour. Et après, dans la journée, on l'a ripé jusqu'à où est la nouvelle chaufferie, là, que vous connaissez peut-être pas, mais enfin, c'est le bâtiment à droite dans le fond en rentrant. Alors on a plein de problèmes comme ça. Il y a un tas de choses qu'il a fallu rentrer par le toit ou par les toits. Alors on faisait découvrir, à l'époque il n'y avait pas de grue, mais quand il y a eu des grues, avec des très grandes grues performantes, on levait, on passait par le toit. Les salles à crème qui donnent sur la rivière, elles sont passées par le toit. On avait plein de problèmes comme ça. Les cuves à cheddar, on avait fait des grosses cuves à cheddar, c'était au centimètre pour les rentrer. D'ailleurs, on les avait fait faire à notre dimension, à l'épied coupé, et on avait été obligé de faire des trous. Ils y sont encore, je crois bien. Des trous dans la chape, profonds comme ça, pour mettre les pieds dans la salle à cheddar. Alors c'est sûr qu'on a eu plein de choses, mais bon, je vous en rencontrais comme ça tout le temps. Il y en a eu beaucoup. Hein. Vous avez finalement, vous avez consacré votre vie professionnelle à cette entreprise. Ah ben oui, oui, tout le temps. J'ai été, je vous dis, tout le temps. Après, je suis revenu en 60, en février 60. Et donc après, je suis resté là tout le temps. Hein. Le fait est que la famille Nazar était une famille chrétienne, donc Monsieur Nazar pourrait être assimilé à ce qu'on appelait les patrons chrétiens. Voilà, tout à fait, oui. Vous voyez ça comment, ce rapport entre la religion et le travail? Pas de trop, parce que moi, la religion, j'étais d'une région où la religion, c'était pas comme ici en Bretagne. Hein. Bon, j'étais élevé chrétien aussi, mais bon, la religion, on n'y faisait pas attention. Hein. Chez nous, je suis né à Angoulême. Angoulême, ça a été l'Aquitaine autrefois, ça l'est redevenu à nouveau maintenant. Là. Non, on faisait pas tant, mais on savait que les Vendéens, les Bretons étaient très religieux. Hein. Mais là, Madame Nazar, elle allait à la messe tous les jours. Hein. Et donc, les gens trouvaient ça très bien. C'est pour ça qu'ils étaient bien vus aussi. Mais vous avez l'impression que ça a modifié quelque chose dans leur façon de gérer leur entreprise? Non, non, je pense pas. Peut-être, il était très social, Monsieur Nazar. Je pense que la religion a joué un rôle. Licenciement, ça n'existait pas dans le temps. C'est rare que les gens étaient licenciés. Ou ils partaient d'eux-mêmes parce qu'ils avaient trouvé mieux, mais il n'y avait pas beaucoup. J'ai pas de souvenir de gens licenciés comme ça sur le coup. Hein. Il n'y en a pas eu. Apparemment, non. Vous avez l'impression que dans la mémoire de la ville, la laiterie Nazar a laissé des traces. Aujourd'hui, c'est un peu effacé tout ça, 15 ans après. Ouais, c'est peut-être au cause des jeunes, mais je pense pas. Les anciens, tout le monde vous dira que, euh, d'ailleurs, tous ceux qui sont retraités de chez Nazar, ils ont tous une bonne retraite. Et tout le monde vous dira, ils étaient bien payés d'ailleurs. Et comme on travaillait le dimanche, et ils étaient payés double le dimanche, et si on avait oublié, et ça m'est arrivé moi, de mettre un chauffeur à travailler un dimanche, et il rouspétait parce qu'il n'avait pas travaillé le dimanche et qu'il aurait voulu travailler. Il demandait que ça. C'était beaucoup de gens de la campagne. Ils demandaient qu'à travailler. Et ils rouspétaient quand on ne les avait pas mis. Hein. Et tout le monde vous dirait que c'était un bon patron quand même, mais bien payé. Et dans l'esprit de la ville, chez Nazar, ça se dit encore, vous voyez, que chez Nazar, c'était bien payé, même que ça fait 15 ans que c'est fermé. Vous voyez bien qu'autour de nous, les usines ferment aussi. Hein. D'ailleurs, la chaussure, il n'y en a plus. JB Martin vient de... Ah oui, c'est fini, là. Il n'y en a plus. Ah non, on a eu sûrement des problèmes, mais il a perduré. Bon, c'est sûr que, facile à dire, on aurait pu aller en zone industrielle,
Mais quand on pouvait y aller, ça coûtait trop cher. Refaire en usine, ça se fait pas comme ça, hein. Sur la fin, il y a eu aussi la pression des banques, enfin la pression financière, on va dire, sur l'entreprise, quoi. Ouais, puis c'est surtout euh, enfin, la politique agricole commune qui a tout, les aides à la casine qui ont commencé. Après, ils les ont supprimées et il y a eu une pression sur les banques. Et alors, à la fin, vous connaissez mieux l'histoire, euh, à la fermeture, ils ont créé une coopérative suite à la fermeture de l'usine. Et cette coopérative a été aidée par la coopérative des trois provinces qu'on appelle. Et alors, je pense que les trois provinces, ils voulaient récupérer un peu de leur litre de lait, une partie là, une partie peut-être à Andros, qui se trouvait à Marseillais. Et en fait, beignets, parce que les beignets, c'est des bons, hein. Dans tous les domaines, c'est des bons, hein. Même les mauvais. Et ils se sont débrouillés pour tout ramasser pour pas un centime. Ils ont quand même ramassé 90 millions de litres de lait en moins de deux. Et ils avaient dit aux gars, je vous paierai les tanks et les camions, mais les tanks et les camions, ils valaient plus beaucoup, hein. Ils étaient déjà fatigués. Les beignets, c'est ça, hein. C'est ce qui s'appelle Lactalis maintenant. Alors, c'est sûrement des bons, mais là, attention, c'est pas le Père Nazar, là, hein. Si ça marche, ça va, si ça marche pas, c'est comme ça, hein. D'ailleurs, moi, j'avais des copains qui étaient, dont le directeur de Brivel, à l'époque, de l'usine de Rottier, hein. Et quand ils sont passés à Lactalis, eh ben, il dit, attention, ça change tout, hein. C'est Laval qui commande, hein. Parce que Rottier, c'était la meilleure usine, la plus belle usine qui a été achetée par les Lactalis, hein. C'était gros, l'usine de Rottier, hein. J'ai eu des copains aussi qui étaient à Lacar, comment ça s'appelle, à Rennes, vous connaissez pas là. Si, quand on rentre dans Rennes par l'ancienne route, puisque maintenant on prend l'autoroute, on tourne à droite, on passe dans une laiterie, là. C'est la coopérative agricole de Rennes qui doit s'appeler L'Orial maintenant, qui a dû être. J'ai eu deux copains là, un de promotion et Frappier, il vit toujours, il habite toujours à Cesson. On a l'impression que, en fait, il y a un modèle d'entreprise peut-être plus efficace, mais sans doute un peu plus déshumanisé, qui s'est imposé à un système qui était peut-être plus familial, plus... Tout à fait, ben, Excusez-moi, restez bien assis dans le fond du fauteuil. Robert Vaxeller vous aurait raconté ça, sûrement. Les Lactalis, c'est pas du tout comme ça, hein. Le patron était très humain de ce côté-là. C'est un peu peut-être ce qui fait la différence, hein. Mais il vous aurait raconté que, peut-être qu'il vous l'a raconté d'ailleurs, que André Beignet, quand il a monté sa laiterie, et quand M. Nazar avait acheté au père Fouché, le père Fouché avait fait faire la tour des copains, et André Beignet, qui avait commencé à zéro aussi, comme nous, à ramasser le lait avec un cheval. Entre parenthèses, mon père était laitier là-bas en Charente. En Charente, il y avait plein de coopératives à touche-touche. Elles sont toutes fermées, évidemment. Il était ramasseur de lait. Et le père Fouché avait dit non, c'est le père, monsieur Beignet André a dit au père Fouché, vous avez de la veine d'avoir vendu votre usine. Moi, j'ai un fils qui est un bon à rien. Il parlait de Michel Beignet. Alors, vous voyez, Michel Beignet, et maintenant, c'est Emmanuel Beignet. Vous voyez, comme ça, je ne sais pas si Robert vous l'a raconté, ça. Mais il l'a écrit sur le pays. Il faudrait que vous récupériez le pays du cinquantenaire. Quand Nazar a eu 50 ans, il y a eu un pays, la petite revue dont je vous parlais, qui a été éditée, et il y a tout un article. C'est Robert qui l'avait fait, parce qu'il est bon pour ça. Ah, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, un tas de trucs. Il faudra lui reposer la question, Robert, il va vous le sortir, ça. Vous évoluez aussi dans le milieu d'Emmaüs? Oui, alors je suis à Emmaüs depuis 12 ans. J'aurais pu y rentrer bien avant. Et à Emmaüs, j'ai été vice-président à un moment.
Et là, je suis au bureau et je m'occupe des travaux. On fait beaucoup de travaux, on a acheté beaucoup de trucs à Emmaüs. En ce moment, on a acheté un atelier de découpe qui a fait faillite, mais qui était tout neuf et qui a fonctionné 4 ou 5 ans. Les gens avaient vu trop grand et on est en train de l'aménager là. Mais c'est gros, hein. On dépasse le 1 000 000 d'euros là. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer chez Emmaüs C'était un Emmaüsien, Jean-François Helleux, qui est un ancien d'EDF, qui est à Emmaüs, qui me connaissait comme ça, parce que j'avais des relations, étant à la laiterie, avec tous les gens de l'EDF et tous les gens de GDF. Et Jean-François Helleux, un jour, il m'a dit, tu veux pas venir à Emmaüs? Et puis je suis allé comme ça. Et maintenant, je m'occupe, mais en ce moment, je m'occupe de tarifs jaunes, là. Je fais installer des tarifs jaunes à la communauté, au nouveau local qu'on a là. J'ai du mal avec EDF. Autrefois, on avait une subdivision à Fougères là. J'allais avec les gars, je les connaissais bien, les ingénieurs, comme dont je vous parlais du poste de livraison là, que ça s'est très bien passé. Et ça se passait très bien, bien sûr. Et maintenant, avec EDF, ça fait plus d'1 an que je suis après ça. Quand vous téléphonez à EDF, vous n'avez personne au bout du fil. C'est triste, hein. Vous vous retrouvez à Paris ou à Lyon ou n'importe où, hein. Mais enfin, ça y est, j'ai le contrat depuis vendredi dernier. Et je continue, là, tant que je suis en bonne santé. Mais j'ai quand même un peu d'âge, c'est ça qui est embêtant. Et j'ai quelques problèmes de santé, mais c'est pas grave. Voilà. Merci. Merci beaucoup.